bienvenue sur Backseat, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le public, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes extraordinaires. Vous êtes tellement beaux et tellement belles, ça fait plaisir de vous accueillir sur le plateau de Backseat. Bonsoir à vous. Si vous nous regardez sur Twitch, j'ai vu qu'il y avait des couilles ce soir sur Twitch. Désolé, excusez-nous, il y a des bugs techniques, mais apparemment c'est du côté Twitch que ça merde. C'est arrivé au copain Zach Nani la semaine dernière apparemment. Désolé, là, vous nous dites si c'est Poutou sur le chat, j'espère que ça fonctionne. Vous inquiétez pas, l'intégralité de l'émission sera sur YouTube. Normalement, c'est bon, c'est plus cassé. Vous nous dites bonsoir à vous également si vous nous regardez sur YouTube en replay. Bonsoir à vous si vous nous écoutez en podcast. Très heureux de vous retrouver ce soir, une émission un petit peu particulière. Non, pas plus que ça en réalité, un Backseat toujours aussi formidable. L'émission que vous aimez, je suis avec de très très belles personnes autour de ce plateau. Ce soir, on est avec Claire. Salut Claire. Salut. Ça va? Oui, ça va. Ça fait plaisir de te retrouver, Claire, militante pour le climat, ancienne candidate de la NUPES aux législatives de 2022. Ça fait bientôt un an, dis donc. Oui, tout à fait. Ça va, pas de regret? Ouais. C'est l'heure aussi du bilan de tout ce qui est devenu cette construction après un an, quoi. Donc, oui. Mais... Ça t'a manqué aujourd'hui de ne pas être dans l'hémicycle de l'Assemblée? On va en parler, évidemment. Mais... alors, je pense que cette année, j'ai vraiment aussi pris conscience de l'impact politique plus indirect, plus diffus que pouvait avoir la recherche, la construction d'idées. Et du coup, j'ai plutôt la sensation d'avoir trouvé une autre place et une autre manière d'être dans le débat politique. Voilà. Parce qu'en ce moment, donc, tu es chercheuse en théorie politique. Exactement. Toujours éternellement. Enfin, j'espère pas éternellement. Non. En thèse, voilà. Bon, c'est cool. On est aussi avec Antoine. Salut Antoine. Salut Jean. Antoine Bristiel, ça fait plaisir de te retrouver. Antoine, tu es directeur de l'Observatoire de l'opinion de la Fondation Jean Jaurès. Exactement. Qui est une fondation, un think tank plutôt classé à gauche. Oui, toujours. Voilà, Oui, non, ça n'a pas bougé. Non, ça n'a pas. Mais c'est la gauche de droite ou c'est la gauche de gauche? Parce qu'apparemment, il y a une différence entre les deux, je sais pas. C'est la gauche de François Hollande. Je ne répondrai pas à cette question. C'est bien une réponse de Sosdem, ça. Ouais, bref. Ça fait plaisir de te retrouver. On est avec Sacha aussi. Comment ça va, Sacha? Salut Jean. A connu meilleure journée? Pourquoi? Parce que c'est quand même passé un petit événement en France aujourd'hui. Annecy, c'est une très très dure journée. Et nous, on a eu la tête dedans toute la journée au JDD. Tu es journaliste au JDD, Sacha Beckerman. Absolument. Et donc, vous avez traité la news aujourd'hui. Ça se passe comment d'ailleurs au JDD, le traitement d'une news aussi terrible que celle-là? On reçoit l'info, on vérifie nos sources, on essaye de se faire confirmer tout par l'AFP. Parle bien dans ton micro. Pardon. On a des journalistes qui ont des relations avec les forces de police, donc qui ont réussi à nous donner des petites infos. Ouais. Et après, on est toujours très précautionneux. Nous, on sert vraiment de l'AFP et de nos journalistes sur place. C'est ce qu'il y a de plus fiable. Même sur tout ce qui est témoignages et tout, on ne reprend pas BFM, France Info. Voilà. Ok, d'accord. Et les institutionnels, ministres, présidents. Oui, je me doute. De toute façon, ça a été, vous avez fait un suivi live toute la journée. Exactement. Je suppose. Ouais. Exactement. Ok, d'accord. C'est cool. Enfin, c'est cool que vous fassiez ce traitement de l'actualité, surtout sur une actualité comme celle-ci, aussi émotive, aussi. En plus, encore une fois, la récupération politique. En plus, ça a été instant la récupération politique. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. 4 minutes après l'événement, il y avait déjà des gens dans la salle des 4 colonnes qui réagissaient devant les caméras avec des réactions politiques. C'est toujours, d'ailleurs, c'est une question assez ouverte, mais c'est quand tu es un responsable politique, c'est quoi la bonne manière de réagir sur ce type d'événement dramatique qui arrive? Pas comme Aurore Berger, je pense. Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, qui a fait une réflexion sur la réforme des retraites. Ça rend futile nos débats à l'Assemblée. Effectivement, c'était pas la meilleure des réponses, je pense. Déjà, moi, je pense, alors c'est un conseil que j'ai déjà donné à des politiques, vous forcez surtout pas à réagir. Ne faites pas l'erreur de croire que votre parole est attendue. Voilà, là, il y a un drame, c'est très émouvant. Le temps de la réaction des politiques peut venir dans 2-3 jours, ce ne sera pas trop tard. Non. Voilà, vous pouvez aussi vous abstenir de tweeter, de parler. Vous êtes pas. Non, et puis on a Olivier Marleix qui a tweeté un peu n'importe quoi aussi. Président du groupe LR. Exactement. Donc, et sans attendre les infos qui ont confirmé. J'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il a tweeté comme connerie? Il a tweeté un truc sur un mec qui avait un turban, un truc comme ça. Enfin, on est parti sur les clichés, habituels entre guillemets quand il y a ce genre d'attaque. Et puis en fait, on s'est rendu compte après, grâce aux vidéos et aux témoignages notamment aux témoignages qui est ressorti des premières heures de la garde à vue, qu'il avait dit avoir fait ça pour Jésus-Christ, donc pour les chrétiens d'Orient. Oui, non, ça a l'air d'être un cas. Effectivement, il y a des gens dans le chat qui demandent, excusez-moi si vous n'avez pas suivi l'actualité, ce matin, un homme armé d'un couteau a fait 6 blessés graves, dont 4 enfants, dans un parc à Annecy. Voilà, c'était
l'événement terrible de ce matin, et ça a forcément du coup ébranlé l'actualité nationale. On en a parlé toute la journée, pardon si vous l'apprenez ce soir, excusez-moi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ce soir, on va parler d'actualité politique, bien entendu. On recevra notre invitée politique de la semaine, Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, la nouvelle secrétaire générale de la CGT, qui va venir sur notre plateau répondre à nos questions en ce moment important pour le mouvement social, puisqu'on va en parler dans l'actualité. Moi, avant, juste un truc, j'ai fait du surf la semaine dernière, absolument rien à voir avec la CGT, etc. Mais encore ? Mais non, une seule fois. C'était le fameux. C'était la fameuse session surf. Je dis ça parce que aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'océan et que ma vidéo est sortie ce midi sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo très particulière parce que j'en avais jamais fait des comme ça sur YouTube. C'est vraiment un vlog de YouTubeur. Je vous emmène faire du surf avec moi à Biarritz et surtout, on rencontre l'association Surfrider Foundation, donc qui nous a accueillis, Regardez-moi ces images. Voilà, donc la vidéo est sortie. On doit tenir sur une... Mais oui, regarde, avec le DAB qui va bien, évidemment, obligatoire, mandatory DAB. Putain, ils ont fait un ralenti, ces connards. J'adore. Donc voilà, donc la vidéo, indépendamment du fait que vous me voyez dans une combinaison très sexy faire du surf, c'est aussi l'occasion de rencontrer une très belle ONG, la Surfrider Foundation, pour parler de cette problématique dont c'est la journée mondiale aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on la sort aujourd'hui, la vidéo. Et puis en plus, elle a un très bon accueil, cette vidéo. Merci pour vos commentaires, ça a l'air de vous plaire, ce format, donc... je ne m'attendais pas à ce que ça vous plaise autant, donc je suis très content. Alors que tu retournes faire du surf. Écoute, je me dis que voilà, on peut faire aller rencontrer d'autres ONG sur le terrain, etc. Si ça vous plaît, ce genre de. Tu vas devenir influenceur lifestyle. Non mais alors, tu vois, influenceur ONG. Pourquoi pas ? Ce serait classe. ONG service public, moi je suis chaud. Non, ce serait classe. C'est pas mal. Non mais c'est vrai, influenceur service public. Et suivre Médecins du Monde sur ce qu'ils font. Sur le terrain, ouais. Parce que là, on en a eu 1 heure, voilà. Mais enfin, moi, c'était mon premier militantisme en fait. T'étais chez Médecins du Monde ? Non, pas du tout à Médecins du Monde, mais en fait, donc j'étais à Lyon. Et Lyon, c'est sur la route, en fait, quand ils arrivent en Italie, ils essayent de passer, s'ils le peuvent, en France. Et après, ils passent par Lyon pour arriver généralement à Paris. Et en fait, avec un groupe d'étudiants de l'ENS, on est des copains, on en avait monté une asso, en fait, pour organiser un réseau d'hébergement solidaire et faire de l'accompagnement administratif, enfin, faire le taf de l'État, en gros, qu'il ne fait pas. C'est exactement ce qu'il disait là. Et en fait, on n'imagine pas ce qui se passe dans nos villes, dans nos rues. Et c'était incroyable d'entendre Médecins du Monde raconter tout ça avec autant de justesse. Donc, c'était cool. très chouette. Un très très beau before cette semaine. C'est très cool de les avoir ici. Et je les remercie encore. Et n'hésitez pas à les retrouver sur tous les réseaux sociaux qui vont bien. Chers amis, on va parler de l'actualité de la semaine. C'est parti pour l'actu de la semaine. Pardon, j'ai surpris la régie. L'actualité cette semaine, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. La France entière a retenu son souffle. La France entière était devant la chaîne Twitch de Jean Massier à l'occasion de l'examen. À l'occasion de l'examen de la proposition de loi du groupe Lyot qui proposait d'abroger la réforme des retraites. Il se trouve qu'à l'issue d'un micmac dont on va pouvoir parler si vous le souhaitez, procédural, cette réforme a fait long feu cette proposition de loi a fait long feu puisqu'au cours de la matinée, le groupe Lyot a lui-même annoncé qu'il retirait sa proposition de loi puisqu'elle avait été vidée de sa substance de son article 1, donc de sa substance était de revenir en fait sur l'âge légal de départ à la retraite. Pas de surprise ? Non. Non, pas de surprise, on s'y attendait. Oui. Non, il n'y avait pas un infime espoir qu'éventuellement peut-être tous les articles de la Constitution n'avaient pas encore été utilisés par le gouvernement. C'était le moment de pouvoir rajouter quand même. Non, mais franchement, là, ils étaient vraiment dans cette logique-là, on l'entendait. C'était pas forcément une surprise, même quand tu regardais les sondages d'opinion, les gens avaient déjà intégré le fait que ça se passerait comme ça. Et de la part du gouvernement, vu comment il a traité le problème jusque-là, en tout cas pour moi, c'était vraiment pas une surprise que ça se passe de cette manière-là. Ok, d'accord. Claire, pareil, pas de surprise ? En fait, pendant un petit moment, il y avait la question de est-ce que Yaël Braun-Pivet, qui du coup est la présidente de l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle va aller jusque-là ? Est-ce qu'elle va suivre sa couleur politique jusqu'à aller contre la jurisprudence de la République ? En fait, c'était ça. Et à un moment, on avait une hésitation sur le rôle qu'elle allait jouer. Est-ce qu'elle allait avoir le courage de dire non, là, je ne peux pas aller contre une jurisprudence. D'autant qu'elle a elle-même... Pour empêcher un vote sur la réforme de l'âge des retraites. Et en fait, ça s'est vraiment confirmé, mais assez tard. Donc, je crois que c'était mercredi où elle a vraiment dit non, dans tous les cas, il n'y aura pas de vote là-dessus. Mais en fait,
voilà, jusqu'à même mardi, on pouvait espérer qu'elle joue son rôle de présidente de l'Assemblée et pas de macroniste. Présidente Renaissance, oui. D'autant qu'elle a soufflé le chaud et le froid elle-même, c'est-à-dire qu'elle a résisté à un moment au gouvernement. Ça lui est déjà arrivé par le passé à plusieurs reprises. Alors ça fait pas toujours la une des journaux, mais Yael Braun-Pivet en interne, elle résiste à des soubresauts de gouvernement sur l'agenda, sur des trucs procéduraux, etc. Donc c'est d'autant plus surprenant, décevant aussi, que Yael Braun-Pivet s'abaisse effectivement à ça. Pendant toute la séquence, on a eu, ils ont utilisé le 49.3, est-ce qu'ils vont aller encore plus loin ? Et en fait, ils ont enfoncé toutes les portes où on se disait, là quand même, ils vont avoir une espèce de retenue, un respect minimal du jeu démocratique, de la démocratie sociale. Et en fait, là, on atteint une bascule de plus. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait après ça ? Et je pense qu'il y a Yael Braun-Pivet, dans sa tête, il y avait aussi, après cette séquence, moi, je dois continuer à être présidente de l'Assemblée nationale. Comment je préside une assemblée que j'ai à ce point piétinée, quoi. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. Le précédent est intéressant. Je me pose la question, est-ce que c'est pas paradoxalement une forme de victoire de l'opposition que d'avoir réussi à forcer les macronistes à aller jusque-là ? C'est toujours un peu la difficulté quand je dois expliquer à des gens qui me demandent, notamment dans le chat, ça sert à quoi de s'opposer quand on sait par avance qu'on est minoritaire ? Parfois, je leur dis, vous savez, ça sert déjà à forcer le gouvernement à s'expliquer, à se justifier, à le mettre face à des contradictions, parfois à le corneriser dans des coins où il préférait pas être cornerisé, mais c'est aussi ça la démocratie. Et puis parfois, paradoxalement, ça sert aussi à forcer le gouvernement à sortir une grosse Bertha qu'il n'avait pas envie de sortir, parce que ça le rend très impopulaire, etc. Sacha ? Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que effectivement, ça a forcé le gouvernement à répondre à certains trucs dont on n'était pas sûr, certaines incompréhensions. Ça l'a poussé à sortir du bois. Mais si on reste pragmatique, c'est un échec pour les oppositions puisque la loi est passée. Et la loi a été promulguée et que les Français vont travailler 2 ans de plus. Donc... moi, je vois pas de victoire pour les oppositions, si ce n'est qu'on se rend compte du coup qu'il y a une colère qui est plus, qui est maintenant moins tirée de la réforme des retraites que de la crise démocratique entre guillemets qu'on est en train de traverser, et que donc dès qu'il va se passer quelque chose maintenant, je pense que la fin du quinquennat va être un enfer pour la majorité. Oui, mais justement, c'est-à-dire que je trouve que les opposants, en fait, c'est toujours l'horreur quand t'es opposant, c'est que par définition, t'as pas la majorité, donc tu diriges pas les affaires du pays. Donc en fait, tu ne peux que dénoncer, critiquer, proposer des alternatives, mais au bout du bout, c'est quand même pas toi qui maîtrise. Là, il se trouve que le gouvernement a été d'une brutalité terrible, que l'écrasante majorité des Français est plutôt d'accord avec l'opposition qu'avec la majorité. Et il se trouve aussi, je trouve, et je suis d'accord avec toi, que la question démocratique a réussi à devenir centrale dans le sujet. On aurait pu en fait faire Rappelez-vous la réforme de 2020. C'était technique, putain, on s'emmerdait sur l'âge pivot, sur les machins de la retraite à points, etc. Et ensuite, on a enchaîné directement avec le Covid. Là, je trouve que le mouvement social, les opposants, ont réussi à poser la question démocratique dès le début de la mobilisation et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est central pour tous les Français. Oui, puis parce que les gens n'en peuvent plus non plus aussi, de la façon dont les choses se passent. C'est-à-dire que effectivement, tu te rends compte maintenant que chaque crise sectorielle, ça se lie à la question démocratique derrière, en particulier là où le gouvernement, en fait, la constitution de la Ve République, elle garantit l'efficacité dans tu peux passer des mesures, tu peux passer des lois, même si tu n'as pas de majorité à l'Assemblée, tu peux utiliser même tous les articles possibles pour que les textes ne soient pas débattus comme aujourd'hui, mais on sent qu'il y a quand même une crispation qui est de plus en plus importante dans le pays, et ça va se ressentir de manière extrêmement importante dans les prochaines échéances, c'est compliqué. Et du coup, t'as énormément de perdants dans cette séquence, c'est-à-dire évidemment, les oppositions n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout et à faire en sorte que la réforme ne passe pas. Le gouvernement a été obligé de faire preuve de brutalité pour que ça passe. Et à côté de ça, tu as une vraie rupture qui se passe dans le rapport des Français aux institutions qui disent non mais il se passe quand même quelque chose. Là, tout le monde était opposé à cela, il n'y avait pas de majorité à l'Assemblée et quand même le texte est adopté. Et en plus, ils ne veulent pas qu'une loi d'abrogation soit discutée. Donc, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que déjà, on l'avait déjà dit sur le côté barrage républicain, on en a déjà parlé plein de fois, le cordon sanitaire, c'est pas la peine de nous demander de voter pour Macron ou pour un macroniste, c'est pour que le cordon sanitaire s'effondre, donc on n'a pas fait barrage à Marine Le Pen pour avoir ça. Là, ça va même encore plus loin, c'est que moi, il y a des gens qui m'ont dit, c'est même pas la peine de venir m'expliquer à quoi sert le Parlement la prochaine fois qu'on me demandera de voter pour les législatives. Non, c'est bon, j'ai bien vu. Et alors ça, l'atteinte
à la faible confiance qui restait encore dans les institutions vis-à-vis des électeurs est, à mon avis, le truc le plus terrible. C'est pour ça que je dis à quel prix est-ce que cette réforme est passée. C'est au prix, je trouve, d'une rupture encore plus violente qu'avant entre les Français et la politique, et leurs représentants. Mais sur ça aussi, tu vois, souvent on a dit, oui, il y a la lettre des lois et il y a l'esprit des lois. Et on disait, mais quand même, les politiques qui sont au pouvoir, ils prennent en compte, oui, ils pourraient passer de manière assez autoritaire, mais il y a quand même cet esprit qui fait qu'ils vont respecter certains us et coutumes démocratiques. Mais en fait, non. En fait, si tu as la possibilité, dans une constitution, de pouvoir passer en force, tu peux avoir des politiques qui passent en force. Donc c'est là où tu te rends compte qu'il y a peut-être quelque chose dans le texte de la Constitution qui serait bien de quand même réformer. Il y a un autre truc que tu as dit tout à l'heure, Claire, que je trouve intéressant et que j'ai essayé d'expliquer ce matin dans mon stream, c'est tu as parlé de jurisprudence de la République. Oui. En fait, c'est le droit, et le droit constitutionnel, a fortiori, c'est pas une mécanique bien huilée où toutes les situations trouvent des réponses dans des scénarios qui ont été prévus dès 58 par Debré parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. En fait, non. La Constitution, un régime démocratique, une Constitution, une Assemblée nationale, un Parlement, ça nécessite de la bonne volonté de l'ensemble des acteurs. C'est qu'il y a un moment donné, il n'y a pas que des règles, il y a aussi des usages. Il y a un respect de la personne élue, de sa légitimité à être élue. Ça passe par ne pas prendre la parole quand quelqu'un parle, etc. C'est qu'il y a un moment, il est attendu de la part de l'ensemble des acteurs qui jouent le jeu, et qu'ils acceptent. Et en fait, tu as toujours besoin d'un peu d'huile dans les rouages. Tu as besoin, y compris que l'opposition accepte que la majorité soit majoritaire, et tu as aussi besoin que la majorité accepte que l'opposition s'oppose. Ouais. Or, là, ce qu'on a vu, mais ce qu'on voit depuis quand même pas mal d'années, c'est une rédification de l'exercice du pouvoir autour de la seule lettre du texte, qui effectivement, comme tu l'as très bien dit, en fait, on se rend compte tous les jours qu'elle permet des trucs quand même assez hallucinants. C'est fou, hein, je veux dire, l'Assemblée nationale ne sera jamais prononcée, même quand les opposants l'ont proposé. Rappelez-vous, le moment où il y avait eu 2 motions de rejet préalable, on se posait la question de savoir à laquelle des 2 on étudie. Ça s'était jamais passé de toute l'histoire de France. C'est pour ça que la règle n'était pas prévue. Et parce qu'il y a toujours eu une seule motion de rejet et que tout le monde était d'accord pour dire bon, c'est bon, c'est la motion de rejet. Bon, là, il y en a eu 2. Et en fait, au moment où la règle doit s'écrire, au moment où la jurisprudence de la République, comme tu l'as très bien dit, doit évoluer, on se rend compte que tout le monde n'est pas prêt à jouer le jeu, quoi. Et ce que je dis vaut pour le gouvernement, ce que je dis vaut aussi parfois pour les oppositions, parce que la stratégie d'obstruction est elle aussi à interroger sous l'aune de jusqu'à quel point est-ce qu'on accepte de jouer le jeu, en fait. Et c'est un vrai sujet. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir et qu'elle veut pas jouer le jeu du parlementarisme, de toute évidence, elle pourra pas jouer le jeu du parlementarisme. Sacha ? Non, je disais, t'as 2 trucs aussi, t'as la Constitution et t'as son interprétation. Ouais. Et pour le coup, l'interprétation d'Emmanuel Macron de la Constitution n'est a priori pas le même que celui qu'avait le général de Gaulle, par exemple, en 1968, quand il fait son référendum et qui se prend un nom dans la tronche et qui quitte le pouvoir, tu vois. Ouais. Donc, Emmanuel Macron part du principe qu'il a été élu à la majorité, que c'est ce qui lui confère sa légitimité face au Front National et qu'il a été élu pour faire cette réforme des retraites. Et qu'il en tire sa légitimité, et puis basta cosy, quoi. Lui, de toute façon, on en a déjà parlé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de laisser l'image d'un président qui va laisser une trace numéraire, donc en termes de chiffres, en France. C'est-à-dire un taux de chômage bas, le respect des directives européennes, des investissements étrangers, etc., etc. Et peu importe la manière dont ça va se dérouler, il va y aller au forceps. Je pense qu'il n'en aura rien à faire qu'on retienne de lui que ça a été un président qui est passé en force. Il l'a dit lui-même, à marche forcée. Voilà. C'était sa fameuse interview en disant ah non, mais moi c'est très clair, hein, le plan c'est effectivement réindustrialisation, maîtrise des comptes publics, réinvestissement, plein emploi. Je laisse les clés du pays en 2027 avec le pays dans un bon état économique, et en 2027, dans un état social et démocratique. En 2027, il nous dira dans 20 ans, vous me remercierez. Ouais, non, mais c'est vrai. Claire ? Oui, plus précisément encore sur cette jurisprudence. En fait, en 2019, il me semble, il y a 2 propositions d'amendements du même type que ceux qui étaient contenus dans la proposition de loi Alliot, qui ont été acceptés. Et c'est drôle parce que le président de la commission des finances à ce moment-là, c'était Éric Woerth, qui est aujourd'hui chez Renaissance. Ouais. Et donc aujourd'hui, le fait qu'on censure des amendements qui précédemment, dans l'usage, ont été validés, ça crée un précédent qui casse en fait la continuité, la trame continue des usages et de ce qui est considéré comme jouer le jeu. Et ça, c'est dangereux. Entre toutes les choses dangereuses qu'ils ont fait pour la démocratie, ce rapport-là à la règle, qu'elle soit
écrites ou instituées par la pratique. C'est vraiment c'est pour ça qu'il y avait cette émotion aujourd'hui à l'Assemblée, parce que beaucoup de parlementaires ont dit on n'a jamais vécu ça, en fait. Et pas que les députés NUPES. C'est ça qui est intéressant là aussi, c'est que les députés du groupe Lyot ont eu des mots extrêmement forts, extrêmement durs. Il y a même une phrase, je ne sais plus précisément qui c'était, mais qui s'est exclamé, mais vous êtes devenus fous, en fait. Bertrand Pancher. Et il y a effectivement cette impression qu'ils sont pris dans une mécanique où il n'y a plus de limites. Du coup, c'est quoi l'étape d'après après ça? C'est une bonne question, et c'est une question que je vous pose. C'est quoi l'étape d'après après ça? Les 4 ans qui viennent, tout ça? Les 4 ans mais c'est là où tu te rends compte, juste pour rebondir sur ce que tu dis, Claire, c'est que où tu te rends compte quand même que le macronisme manque un peu de sens politique. C'est-à-dire que ce n'est pas des politiques qui sont là depuis des dizaines d'années, depuis des vingtaines d'années, qui peuvent avoir des opinions qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui néanmoins... Là, tu as l'impression qu'ils ne comprennent pas que ça peut avoir un impact extrêmement important, pas seulement sur ce qu'ils sont en train de faire, mais sur l'évolution de la politique. Et si tu te retrouves avec le Rassemblement national au pouvoir en 2027, en fait, tu auras tellement déjà de verrous qui auront été sautés pendant toute cette période du second quinquennat Macron, que finalement, ce sera... tu auras un précédent assez énorme en termes d'utilisation des articles les plus autoritaires de la Constitution. Et après, Jean, pour répondre à ta question... Oui, comment ça va se passer dans les 4 prochaines années, c'est difficile de pouvoir voir comment ils peuvent gouverner autrement que ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est-à-dire de manière assez autoritaire finalement. Ou alors il va dissoudre. S'il a de la chance, il y a une vraie majorité à l'Assemblée. Dans ce cas-là, c'est une voie tracée. Mais bon, c'est peu probable. C'est vraiment mettre beaucoup d'argent sur une très, 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 très grosse côte, quoi. Mais c'est ça le problème de la situation. C'est-à-dire qu'après l'élection législative, il y avait une occasion de justement horizontaliser la pratique de la Ve République. Parce qu'on avait une Assemblée qui était composée, diverse. En fait, ils auraient pu faire ce choix-là, qui aurait été le choix responsable. Ce que Macron a dit qu'il ferait en plus, rappelle-toi en juillet. Exactement. Et en fait, Macron a fait le choix inverse. Il a complètement verticalisé et il a basculé dans une forme d'autoritarisme à tel point qu'il y a des politistes qui disent vraiment la question de est-ce qu'on est encore dans une démocratie libérale au sens premier du terme se pose sincèrement du point de vue du respect des institutions, des libertés politiques, etc. Donc en fait, ils ont fait ce choix-là et jusqu'à où ça va mener leur camp politique et puis le pays en général, on ne sait pas. Mais sur l'état du mouvement social, on peut aussi faire le diagnostic que en fait, c'est une marée montante de colère, de rejet, qui en fait vient de Nuit debout, vient des Gilets jaunes, avec toute une série de problématiques qui se coagulent. Et oui, une marée qui monte, il y a des vagues qui reculent. Mais le mouvement de fond, ça reste une marée montante qui, à un moment, et les 4 ans à venir, ça va se jouer au rapport de force constant. Donc, il y a peu de chances que les 100 jours de l'apaisement, là, quand même, c'est mal barré. D'autant que là-dessus, quand tu regardes un peu les enquêtes d'opinion et de valeur, tu vois qu'il y a cette demande d'apaisement et d'avoir aussi plus de parlementarisme dans le pays. Et ça, c'est assez frappant, parce que tu as une vraie évolution. Quand tu regardais, il y a encore 5 ans de ça, les gens te disaient très majoritairement c'est mieux d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée parce que c'est un gage d'efficacité et on veut pas être dans quelque chose qui est trop... un pays qui a du mal à être gouverné finalement. Maintenant, c'est exactement l'inverse. Tu as 2 tiers des Français qui te disent c'est mieux d'avoir une Assemblée qui est composite et qui oblige les différentes forces politiques à discuter les unes avec les autres et de ne pas être un peu droit dans leurs bottes et trop rigide sur leur position. Macron fait aussi référence à l'incapacité de créer des coalitions compte tenu du fait que les oppositions ne veulent pas travailler avec lui. Il y a aussi une question de culture politique. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été un grand défenseur du parlementarisme, etc., et des majorités plurielles. Ceci étant, force est de constater qu'il n'y a pas toujours de la bonne volonté des opposants. Les Républicains, c'est le meilleur exemple. Non, bien sûr. Je ne vais pas chercher du côté du RN et du côté de LFI, parce que voilà, mais les Républicains, tu deals des trucs avec Ciotti, il n'y a aucun député qui vote. Non, mais tu vois, il y a un moment juste, quand les gens avec qui tu discutes n'ont aucune prise sur leur propre camp, putain. Donc Après, en un an, il y a d'autres textes qui ont été votés. Oui, mais rarement sur des trucs majeurs. Pour le coup, il y a un autre truc, ça, je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'on trouve des majorités à l'Assemblée. Bien sûr, on trouve des majorités sur les éoliennes, on trouve des majorités sur l'IVG dans la Constitution. D'ailleurs, où est-ce que ça en est ? Voilà. On ne sait pas. On trouve des majorités sur des trucs, sur le pouvoir d'achat, etc. En revanche,
Emmanuel Macron ne trouve pas de majorité sur ces grands textes de réforme à marche forcée, comme il dit lui-même. Peut-être qu'Emmanuel Macron doit accepter qu'il n'a pas les moyens politiques pour mener son train de réforme à marche forcée. C'est ça. C'est impensable pour lui. Mais oui, la loi de programmation militaire, vous avez raison, elle a été votée hier. Il y a eu une majorité qui a été trouvée, guerre en Ukraine, tout ça, ça justifie, on a plus de pognon. Bon, les députés savent voter des trucs. Ils sont pas incapables de voter des trucs et de se mettre d'accord. Donc c'est vrai, vous avez raison. Ça retire un peu de ce que je disais tout à l'heure sur le côté. Oui, mais les opposants veulent pas travailler. En fait, les opposants sont pas prêts à tout non plus. Non, il y a des choses qu'ils veulent pas. Et ça, tu as l'impression qu'au gouvernement et chez Macron, ils acceptent pas qu'on leur dise non. On va avancer juste. Il se passe aussi des trucs du côté de la gauche, du côté de la NUPES. Un premier truc qui s'est passé, c'est une interview dans 20 minutes de Jean-Luc Mélenchon, qui a donné une interview. Et il y a une question qui a beaucoup fait réagir, et je voudrais que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Quand on lui a demandé sur le fait qu'a priori, il n'y aurait pas de liste unique aux élections européennes de la NUPES, Jean-Luc Mélenchon, à qui on demande est-ce que c'est la fin de la NUPES, il répond c'est possible. Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois, émet l'hypothèse que cet accord électoral de cette nouvelle gauche plurielle née l'année dernière, il y a moins d'1 an, soit terminé. Il dit que, je cite, s'il n'y a pas de liste d'union aux européennes, il n'y en aura pas non plus aux municipales. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait à la présidentielle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui s'appelle un petit coup de pression. Exactement. Ouais, tu vois comme un coup de pression ? Mais en fait, c'est compliqué cette histoire. En fait, je pense que stratégiquement, il y aurait un intérêt global de tous les partis à s'unir, à conserver la NUPES au moment des européennes, parce que les enjeux pour la gauche sont trop importants pour partir désunis et pour enclencher une séquence médiatique où tous les partis de gauche se retrouveront 10-15 points derrière le RN et Renaissance, et on sera encore reparti pour la gauche arbitre de la prochaine présidentielle. Mais la position de Mélenchon, elle s'entend parce qu'il se dit, en fait, vous voulez être unis seulement dans les élections où vous êtes moins bons que nous. Et les élections où ELV et le PS sont meilleurs, c'est-à-dire les européennes, là, vous voulez partir seul parce que vous avez une chance d'être devant nous et de pouvoir rééquilibrer. Il n'a pas tort. Oui, mais complètement. Non, mais il n'a pas tort. Donc, c'est sûr que... en même temps, il vient du PS, il sait ce que c'est, que l'hégémonie. Non, mais tu vois, il y a un moment, oui. Non, c'est clair. Non, mais oui, c'est vrai. Mais là, on est encore dans la séquence où il y a de très fortes tensions et un débat sur est-ce que c'est jouable d'y aller ensemble avec, on voit tous les arguments se déployer du côté des... Ça se joue beaucoup entre l'AFI et les Verts. Donc, dire ça s'inscrit effectivement dans un contexte où il y a de la pression sur les acteurs qui ont les clés en main pour décider. Mais c'est aussi avoir une vision un peu réaliste de ce qu'est une campagne politique. Et c'est ce dont on a parlé ici. C'est une campagne politique, c'est nécessairement, si les listes de gauche partent séparées, une campagne de démarcation et de différenciation entre ces différentes listes, parce que en gros, il y a un gâteau à se partager. Donc, il s'agit de convaincre l'électeur écolo de gauche d'aller voter plutôt pour une liste ou pour une autre. Donc, forcément, que ce soit au niveau des médias et des grands candidats, etc., ça va partir en vrille. Et au niveau local, entre les militants, des militants qui travaillent ensemble, qu'on fait des campagnes législatives ensemble, qu'on fait la mobilisation contre la réforme des retraites ensemble. En fait, ce qu'on va leur dire, c'est vous allez tracter solo, et puis vous allez tracter contre ceux qui sont devenus les camarades, en fait. Et ça crée de la tension, parce que les militants sont sincères dans ce qu'ils font, ils ont une loyauté envers le parti, ils vont faire des campagnes séparées, pour beaucoup, si c'est comme ça que ça s'embraye. Donc, effectivement, en fait, c'est juste réaliste de dire que partir séparément sur des listes pour les européennes, c'est mettre en danger un accord qui est né, qui est pas simplement un accord électoral, mais qui est né à l'occasion d'une élection. Et sur une très forte demande des électeurs de gauche. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Non, mais tu l'as encore. C'est ce que j'allais dire. Ils sont toujours très demandeurs d'une union européenne. Exactement. Non, c'est vrai. Très bon journal. Tu as encore 75% des personnes qui se considèrent proches des partis de gauche qui te disent oui, il faut l'union de la gauche aux européennes. Mais en même temps, tu te mets dans la tête de quelqu'un qui n'est pas forcément le plus politisé possible, qui a des valeurs de gauche et qui se dit mais attendez, alors les gars, à la présidentielle, ils sont désunis. Puis après, ils sont en train de s'unir. C'est bien, on veut...
Il y a un sentiment d'urgence. Les enjeux que porte la gauche doivent pouvoir devenir majoritaires. La gauche doit pouvoir être au pouvoir. Oui, mais attends, ils sont en train de se désunir aux européennes parce que Marine Tondelier, elle aimerait bien quand même que le ELV il soit plus haut que LFI. Mais après, par contre, au municipal, alors ce sera peut-être le PS parce que le PS, ils sont forts au municipal. Donc peut-être que le PS, il ne voudra pas être uni. Mais à la présidentielle, on sera à nouveau unis. Mais tu vois en même temps, je comprends. En même temps, je me demande en quoi le fait de ne pas être uni aux européennes t'empêche d'avoir un candidat unique 4 ans plus tard. Tu vois. Mais c'est pas la première fois. C'est une question de représentation aussi. Oui, je veux bien, mais je vois pas ce qui empêcherait quelqu'un d'accepter le fait que les européennes, les listes y vont de manière séparée, parce que de toute façon, c'est en un seul tour, c'est un scrutin proportionnel, on peut comprendre l'idée. Oui, tu peux la comprendre. Voilà. Est-ce que ça empêche le fait que les électeurs de gauche aient envie d'avoir un candidat unique Non, ça n'empêche pas, mais tu repars encore des années en arrière, parce que l'union, ça a quand même été un processus au sein des partis. Fait en une semaine. Oui, mais après combien de temps même un peu moins. Mais en combien de temps après combien d'années et d'années de campagne électorale où ça n'avait pas été possible? Et là, ça a en effet été possible et dans des délais qui étaient qui étaient extrêmement courts. Tu vois, de remettre ça en cause en se disant peut-être on prend le risque d'exploser la NUPES pour les européennes en espérant que ça puisse refonctionner au moment de la prochaine présidentielle, c'est quand même un risque qui est assez important. Non, mais je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Ça retire rien à ce qu'on a déjà dit sur ce plateau avec des invités qui sont venus nous expliquer leur point de vue. Je comprends aussi les divergences de point de vue, y compris sur un sujet aussi important que l'Europe. Bon, c'est super intéressant. De l'autre côté, juste si on repart un peu du côté un peu français, s'il n'y a pas de liste, je pense, unique aux européennes, ça va donner raison à tous ceux qui sont contre la NUPES. Ouais. Les Nicolas Maillard-Rossignol, les Cazeneuve. Extraordinaire. C'est vrai. Je te remercie. Incroyable. J'allais justement dire. Et sinon, de l'autre côté, dis donc. Ça bouge aussi du côté du reste de la gauche et du côté des socialistes anti-NUPES. Il y a eu un petit raout qui a été organisé à Montpellier à l'invitation du maire Michael Delafosse, pardon. Et donc c'est un mouvement qui s'appelle Refondation qui a eu lieu du coup le week-end dernier autour d'Anne Hidalgo, Carole Delga, Nicolas Maillard-Rossignol qui se sont réunis. Benoît Hamon aussi a pointé sa tête là-bas pour parler migration, etc. Mais il a dit sur Twitter que c'était pas du tout lui l'ancien frondeur. Vous vous rendez compte, il va pas rejoindre cette partie-là du PS. C'est une de ses rares apparitions, quasi unique apparition de nature politique depuis qu'il a pris la présidence de Singa, donc c'est quand même pas rien. Sincèrement, tu te faisais chier ce week-end? Non, bon, d'accord. Olivier Faure n'y est pas allé finalement. Il avait peur de se faire huer, ce qui peut se comprendre parce que putain, l'image que ça aurait envoyé était vénère. Bon, tout ça c'est bien gentil. Ça représente quoi? Ça pèse combien ce truc-là? Pas grand-chose. Faut quand même bien le dire. Après, plus sérieusement, c'est que tu vois. Pas quand tu regardes le paysage politique, mais quand tu regardes les valeurs, tu as une vraie tripartition dans l'espace de valeurs en France. Tu as un vrai bloc qui est cohérent de personnes qui ont des valeurs, redistribution sur le côté économique, hyper écolo, voilà. Donc, qui est assez cohérent avec le bloc de la NUPES à l'heure actuelle. À côté, tu as un bloc de valeurs qui est beaucoup plus libéral sur les questions économiques et assez libéral aussi sur les questions sociétales. Et puis, tu as un bloc de valeurs... Ça, c'est Renaissance et Macron. Exactement. Ouais. Et tu as un bloc de valeurs qui est beaucoup plus autoritaire, xénophobe, et que tu retrouves justement de manière assez cohérente au sein de l'espace de la droite radicale, de l'extrême droite. Et ça, c'est pas seulement dans le cas français. Quand tu regardes dans de nombreuses démocraties occidentales, tu as cette tripartition de l'espace de valeurs. Et donc, dans cet espace-là, nos amis Cazeneuve, Hollande, Delga et tout ça, mais ils vont où? C'est exactement la question que j'allais te poser. Et non, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, je les entends depuis un bout de temps, mais j'ai envie de les réinviter pour qu'ils continuent à m'expliquer ça sur le plateau de Backseat. Cette volonté de faire renaître un PS sur une liste de gauche, mais qui n'est pas NUPES, qui est moins radical, etc. Je l'entends, je ne comprends pas à qui ça parle. À part un mec comme moi qui a été au PS, c'est un truc, c'est les gars, je sais pas. Ça s'est vu, c'était 1,7% avec Hidalgo à la présidentielle. Et c'est la même chose avec LR, ils sont complètement coincés entre les deux blocs, alors le bloc libéral et le bloc d'extrême droite. Après, on a vu pendant la réforme des retraites que le côté un peu radical de la NUPES en avait quand même refroidi pas mal, tu vois. Est-ce qu'ils n'essayent pas de s'engouffrer aussi dans cette brèche-là en disant... Alors, clairement, ils le disent d'ailleurs assez volontiers, ils essayent de récupérer les déçus du macronisme, justement. Et de la NUPES. Et de la NUPES. Et voilà, c'est ça. C'est des gens qui trouvent que Jean-Luc Mélenchon, ça va 5 minutes, qui trouvent que Emmanuel Macron, ça va 5 minutes,
Mais alors, de là, ce qu'ils ont envie. Oui, mais c'est. Je sais pas. Claire. Du coup, c'est un mini triangle entre plein de blocs qui sont beaucoup plus majoritaires. Oui, complètement. Parce que, la radicalité de l'AFI, c'est aussi ce qui a fait revenir au vote tout un tas de personnes. Et bon, je trouve ça étonnant marrant que ça vienne là. Ils ont vraiment appliqué presque à la lettre ce que Hollande avait dit sur le plateau de Backseat. Donc ils doivent tous écouter Backseat et appliquer les consignes de Hollande. Je crois qu'ils prennent leurs consignes auprès de Hollande. En fait, non, mais c'est ça aussi la question. C'est-à-dire qu'on a eu le mandat Hollande, suite auquel quand même les représentants du PS pouvaient même plus aller en manif. Même plus aller à une mobilisation sociale, c'est quand même le propre de la gauche, sans se faire huer. Avec la NUPES et avec le mouvement qu'il y a eu au présidentiel, ils sont à nouveau au cœur de ce qui compose quand même un peu la gauche, c'est-à-dire le mouvement social, les luttes pour la solidarité, etc., etc. Donc en fait, la question de c'est quelle gauche on pourrait poser la question qu'on s'est posée à Backseat à la Sorbonne. C'est quoi la définition de leur gauche si les élus qu'ils arrivent à avoir, Martine Froget, elle est obligée d'aller siéger avec Lyotte parce qu'elle n'a pas d'espace à l'Assemblée. Non mais on en est là. Donc en fait, c'est... Écoute, ils ont organisé un grand raout à Montpellier pour essayer de répondre à cette question. Visiblement, t'as pas été convaincu. Non. Non, mais Bernard Cazeneuve va peut-être essayer de te convaincre ce Justement. T'arrêtes de me faire des transitions en or. Les passes décisives. J'adore quand t'es là, les passes décisives. Bernard Cazeneuve, de son côté, alors lui, c'est la gauche anti-NUPES, mais qui est plus au PS non plus. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est fou parce que tu parlais de 3 blocs, mais tous ces blocs, ils sont tellement divisés entre eux en inside. Et ça, c'est des petits cailloux à côté des blocs. Exactement. Bernard Cazeneuve, donc, qui lance une initiative présentée comme, je cite, un rassemblement de la gauche, ni Macron ni Mélenchon, justement, comme je disais. Il a lancé son mouvement politique le 9 mars. Première réunion publique prévue samedi, le 10 juin. Plusieurs anciens députés qui ont voté Macron en 2017 et 2022 ont publié une tribune dans le JDD le 2 juin dernier. Donc là aussi, de ce côté-là, ça commence à ça commence à bouger. J'accepte toutes les opinions. Là, pareil, ça m'a l'air très très proche. Bernard Cazeneuve, je vais avoir vraiment du mal à faire la différence entre on a l'impression de trotskistes et de qui s'engueulent. Je mais ok, admettons. Je crois que c'est pas trotskiste. Je prends l'exemple pour que ça parle à une partie du chat. Oui. Mais comment est-ce que vous faites pour je sais pas, est-ce qu'ils ont besoin de coaliser? À quoi Bernard... En fait, non, ma vraie question, c'est à quoi croit Bernard Cazeneuve? Mais en fait... Est-ce qu'il croit à la longue marche? Alors, si déjà... On commence à 0,5% et on conquiert la République en 10 ans parce que d'autres l'ont fait par le passé, ce qui n'est pas faux. Tu vois? Ouais, mais en termes de cartographie, donc on a le PS, après on a cette frange-là du PS qui veut se démarquer de la NUPES, etc. Mais il faut qu'ils se démarquent entre eux. Parce que qui c'est qui va porter et incarner ça? Est-ce que c'est Carole Delga? Est-ce que c'est Cazeneuve? Donc en fait, ils lancent leurs petits groupes, leurs petits événements, tout ça, pour savoir qui va prendre le flambeau de cette nouvelle gauche refondée, quoi. Voilà. Donc je pense que c'est ça qui se joue. C'est une bataille pour le leadership de ce mini-bout du PS, quoi. Avec un combat à mort avec leurs 3 militants chacun. Mais pardon. Non, mais c'est le parti radical en plus rapide, quoi. Mais sur ce que tu disais, Sacha, sur le fait qu'il y avait eu une certaine tension quand même par rapport à LFI dans cette période-là, je pense qu'il ne faut pas confondre, parce qu'effectivement, quand tu regardais les enquêtes d'opinion, il y avait un jugement assez négatif de la façon dont LFI s'était comporté dans cette... mais ils peuvent marquer des points. Hein. Oui, mais faut différencier la forme et le fond. C'est-à-dire que la critique qu'il peut y avoir par rapport à LFI, c'est une critique de la communication, de parfois la façon dont ils se comportent à l'Assemblée, l'Assemblée nationale, où bon, ça, effectivement, ça crispe une partie de la gauche. Néanmoins, quand tu regardes en termes de cohérence sur le fond des idées, tu prends les personnes proches de LFI, les personnes proches du PS et de LV, t'as quand même, c'est des différences de degré dans le positionnement, mais c'est pas des différences de nature. Tu vois, c'est plus sur la forme que là, il y aurait effectivement quelque chose à redire. Enlever le téléphone à Mélenchon pour qu'il ne tweete pas tous les matins en se levant, ce genre de choses, quoi. Non, c'est vrai. Il a remis un tir dans la tête de Roussel, d'ailleurs, dans le truc de 20 minutes, après l'avoir appelé à l'Union. C'est beau. Qu'est-ce que je voulais dire? Si ça se trouve, l'histoire nous fera mentir, et dans 10 ans, on aura l'air bien con en interviewant Bernard Cazeneuve, président de la République. Mais il aura remporté l'union de la gauche derrière lui et il aura marginalisé, je sais pas. Claire. Oui, en fait, après, on parlera du logement.
faire le lien avec la première partie de notre conversation. C'est-à-dire qu'on a quand même établi un diagnostic on est dans une grave crise démocratique où, en fait, on ne sait pas trop. Les mois, années à venir, on ne sait pas. Donc, en fait, la gauche, il y a de plus en plus cet impératif OK, si en fait on ne gagne pas, ce qui est quand même le but d'un parti politique, prendre le pouvoir, juste pour le rappeler. Accessoirement. Voilà. Et l'exercer après ? L'exercer, voilà. En prenant des décisions impopulaires et tout. Ah oui, je connais. Donc, et la question, c'est toutes ces micro-divisions, ces remises en cause de l'accord de la NUPES. En fait, ce que ceux qui se sont mobilisés pour la réforme des retraites vont aussi probablement dire à un moment, c'est bordel, c'est comment on se donne les conditions de gagner un jour. Et est-ce que ce bordel de fractionnement micro-interne à des micro-partis, c'est vraiment la méthode la plus efficace pour construire un mouvement qui est en capacité de gagner. Donc il y a aussi une question de responsabilité par rapport à une mobilisation sociale qui a été massive, où les gens ont fait grève, ils sont allés en manif. Et donc donner un débouché à ça, c'est quand même... un objectif qui me paraît assez souhaitable pour ces partis-là. Et voilà, et donc tous ces fractionnements, ça pose la question de, en fait, pourquoi ils font de la politique. Non, sincèrement. Oui, non, je suis d'accord. En quoi ils croient. C'est ça le fond de... Qu'est-ce que je voulais dire ? Le sujet du logement aussi, c'est un sujet qui est dans l'actualité. Déjà parce que la situation du logement est très tendue. C'est pas un sujet dont on a beaucoup parlé sur Backseat, mais en gros, depuis 1 an, la situation s'est aggravée sur le plan du logement. Il y a une chute de plus de 11% des autorisations de construction. Les taux d'intérêt pour l'achat, l'accession à la propriété se sont envolés à plus de 3% après quelques années où c'était plutôt facile d'emprunter. C'est de 1 à 3,28% en 2 ans. Ouais, en 2 ans, ce qui est énorme. Il y a un assèchement aussi de l'offre de loyers modérés. La situation aujourd'hui, c'est qu'il y a 2,4 millions de personnes sur liste d'attente, de ménages, sur liste d'attente dans le parc social. Une augmentation de plus de 7% par rapport à 2021. Donc ça accompagne la précarisation d'une partie de la population. Lundi dernier, et c'est la raison pour laquelle on en parle, c'est qu'il y a eu un CNR, un Conseil national de la refondation, ces fameux raouts organisés sous l'égide d'Emmanuel Macron, sur le sujet du logement, et les conclusions ont été données par Elisabeth Borne, qui a annoncé tout un tas de mesures autour de la question du logement. Est-ce que vous pensez que c'est un sujet qui politiquement peut être explosif, qui peut jouer un rôle dans les élections des prochaines années, la question du logement ? Claire ? Ce qui est notable aussi, c'est que c'est très connecté à la question du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, puisque on a une augmentation aussi de la part du budget logement dans les ménages, alors qu'auparavant c'était l'alimentation qui pesait le plus. Là, c'est de plus en plus le logement, et ça pèse d'autant plus qu'on est en bas de l'échelle des revenus. Donc c'est une préoccupation qui va devenir quotidienne. Avec en plus, on a eu la loi anti-squat qui a du coup fragilisé aussi la situation des plus précaires des plus précaires. Et là, donc arrive ce Conseil national de la refondation qui joue sur, en plus, l'acronyme du CNR, Conseil national de la résistance. C'est pas hyper heureux comme référence. C'est voulu. C'est voulu, mais est-ce que, en plus, quand on a des résultats qui, selon tous les acteurs du logement sont d'accord pour dire que c'est décevant. C'est un peu dommage d'utiliser un acronyme qui a une charge historique aussi forte. Et donc, moi, je pense que ça peut être quelque chose de très mobilisateur. On en avait beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Et en fait, vu que là, a priori, les solutions apportées ne sont pas à la hauteur, c'est un problème qui va être assez récurrent dans les mois à venir. Je précise d'ailleurs que les copains de la chaîne Stupid Economics ont sorti une vidéo sur le sujet du logement, très bien documentée, très bien faite comme d'habitude avec Stupid Economics. N'hésitez pas à aller la checker sur leur chaîne YouTube Stupid Economics. Sacha, le thème du logement, tu penses que c'est un thème porteur politiquement ? C'est un peu passé à la trappe à cause du contexte, et il se passe plein de trucs, etc. dans l'actualité, mais ça reste un truc important. C'est un peu passé à la trappe, effectivement, mais là, on se rend compte qu'il y a des acteurs de la société civile, tout ce qui est gérant d'agences immobilières, etc., qui disent... Stéphane Plaza.
On l'embrasse. On embrasse, évidemment. qui t'explique qu'effectivement, les conclusions du CNR ne sont pas satisfaisantes, plus les maires et les acteurs de la société politique qui s'y mettent aussi. Donc, je pense qu'effectivement, à un moment, ça va être un sujet sur la table. Et je ne sais pas combien tu disais qu'il y avait de gens qui n'avaient pas de logement. 2,5 millions de personnes sur la liste d'attente du parc social. Mais ça veut dire que c'est des personnes qui sont déjà dans un logement, mais qui veulent plus grand. Parce qu'ils veulent plus grand, bien sûr. Comme ça. Moi, j'ai noté un chiffre qui est qu'il y a 3 millions de logements qui sont inoccupés, qui étaient inoccupés en 2022 en France. Donc, voilà. Et ce n'est pas une question de construction de logements, parce qu'en 2022, voilà, on en a construit 370 000. Mais oui, ça va forcément être un sujet politique. Est-ce que ce sera le sujet de la présidentielle de 2027 ? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Je pense pas. Mais il y a aussi des sujets très, très concrets, par exemple, sur les tensions, sur des zones particulièrement en tension, notamment les villes touristiques autour d'Airbnb, etc. Juste un point très rapide, on va devoir enchaîner, mais Claire, on voulait aussi dire qu'il y a une tension intéressante qui existe entre la volonté de construire des nouveaux logements, parce que c'est ça la réponse qui porte tout le marché locatif via l'investissement, mais il y a aussi des tensions sur le terrain avec les zones non constructibles et la volonté des écolos de limiter l'artificialisation des sols. Oui, exactement. Donc en fait, là, il y a quand même un besoin tous les ans de nouveaux logements parce que c'est une stricte question démographique. Et là, on arrive dans une situation effectivement où il faut qu'on arrête l'étalement urbain. Et donc, il y a des solutions de densification plutôt qui passent par des politiques de rénovation de logements, etc. Tout ça, ça demande des moyens financiers, humains, de formation, sur notamment le secteur de la rénovation thermique où on a pris un retard accumulé qui est incroyable. Et la sensation, c'est qu'en fait, une fois encore, l'État ne se donne pas du tout les moyens de ce qu'il annonce. Et encore là, même Elisabeth Borne a dit quelque chose comme bon, c'est pas, on va pas tout résoudre là. Bah oui, mais bon. Et puis sur le logement, c'est un des secteurs. Enfin, j'étudie ça dans le cadre de ma thèse, mais après la Seconde Guerre mondiale, c'est un des secteurs où l'État a dit il y avait énormément de bâtiments détruits. Il fallait tout reconstruire. Fallait tout reconstruire. Au sens premier, donc c'était un grand chantier national. Qu'est-ce que l'État a fait ? Il a mis les moyens humains, financiers, humains, et en fait, en quelques années, on a reconstruit. Donc il y a bien une question de quelle volonté politique est là. Ma question, c'est est-ce qu'ils nous emmerdent pas un peu les écolos avec leur zone zéro artificialisation nette des sols ? Moi, j'en ai discuté avec des maires qui m'ont dit c'est hyper emmerdant parce que quand on dit zéro artificialisation nette, on parle d'artificialisation sans faire la différence entre un parking pour un Ikea et des logements sociaux. Et il y a des maires qui disent ça fait chier. Je comprends l'idée, je suis d'accord, mais je préfère qu'on me laisse construire des logements sociaux parce que ça, c'est une tension particulière, quitte à ce qu'on m'empêche de construire un parking pour un Ikea. Oui, mais la question de la non-différenciation entre des parkings et des logements sociaux, c'est un problème de législation. Donc, c'est quelque chose sur lequel la politique a la main. La question dans une ville, est-ce qu'on se donne les moyens de plutôt rénover un bâtiment, ou alors est-ce qu'on fait la solution de ce qui a été la solution automatique de facilité, c'est-à-dire on construit, souvent avec une qualité en plus du bâti qui n'est pas terrible, sur ce qu'on bâtit. Comment on fait des habitats légers, donc qui artificialisent pas l'ensemble des sols. Enfin, il y a plein de leviers qu'on peut actionner et j'ai l'impression qu'en fait, ce truc de l'artificialisation est aussi utilisé par ceux qui veulent un peu le statu quo pour en fait pas avancer. Alors que comme les ZFE, je suis d'accord avec toi. C'est Chers amis, on va enchaîner avec la chronique que vous attendez tous. C'est parti pour le PowerPoint de Vincent. Vincent n'est pas avec nous cette semaine puisqu'on l'a envoyé en mission spéciale pour Backseat. On l'a envoyé dans les Pyrénées pour bosser sur son prochain sujet, le développement de la 5G dans les zones blanches. Alors Vincent, on est avec toi, on est en direct normalement. Est-ce que la 5G marche bien là où tu es, dans les Pyrénées ariégeoises ? Non. Jean, juste, pourquoi tu m'as envoyé là en fait ? Pourquoi j'ai fait tout ce chemin pour ça ? Tu me punis en fait ? C'est à cause du Kwakubé que je t'ai fait, c'est ça ? C'est parce que en fait je comprends pas parce que... Voilà, c'est évidemment une blague. Vincent est en vacances, donc il n'y a pas de PowerPoint de Vincent cette semaine. Voilà, il a tenu à vous envoyer cette vidéo. On lui fait des gros bisous. C'est pas le seul, il y a aussi Adèle qui est en vacances cette semaine, qu'on embrasse très fort. Ce qui va se passer, c'est que donc on va se mettre une pause et on se retrouve tout de suite après la pause avec notre invité politique cette semaine. Il s'agit de la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. C'est parti pour la pause, à tout de suite.